Tunisie, politique migratoire, Kais Saied, le monument du racisme anti-africain. Nous nous interrogeons. Tunisie, politique migratoire, Kais Saied, le monument du racisme anti-africain. Telle est notre interrogation du jour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des Africains, des patriotes, des nationalistes, de tous ceux qui rêvent de voir l'Afrique libre, souveraine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, le président tunisien Kais Saied a tenu des propos très violents à l'égard des migrants d'Afrique subsaharienne, allant jusqu'à les accuser de vouloir modifier la composition démographique de la Tunisie. Des déclarations qui ont suscité l'indignation et qui relancent aujourd'hui la question du racisme en Tunisie. Parle-t-on aujourd'hui du grand remplacement, comme le faisaient d'ailleurs les mondialistes qui nous ont au cours, on va le dire, du début du Covid-19, parler du Great Reset, le grand remplacement. Une déclaration qui souscrit à la théorie, on va le dire comme ça, du grand remplacement du penseur français d'extrême droite Renaud Camus. Elle prédit une substitution inexorable d'une population européenne par une population immigrée. Ici, cette théorie a été reprise par Kais Saied. Il s'agit alors du remplacement d'une population arabe par une population noire. La parole du chef de l'État tunisien, relayée par le compte de la présidence tunisienne, notamment sur Facebook, a suscité l'indignation sur le continent noir. Mais elle a aussi entraîné des actes de violence et d'intimidation à l'encontre de personnes noires. Sadia Mosba, présidente de l'association tunisienne antiraciste Menemti, témoigne avoir reçu des messages de femmes subsahariennes qui me disent être pétrifiées à chaque fois que quelqu'un frappe à leur porte. Sur les réseaux, on peut voir des ressortissants, on va le dire, africains devant leur consulat avouer ne plus se sentir en sécurité en Tunisie. D'autres témoignent avoir été licenciés ou expulsés de leur logement. Cela ne s'arrête pas là. Il y a eu justement des blessures au couteau, à la machette. Il y a même plusieurs qui ont été découpés à la machette, d'autres encore ont été attachés, les bras dans le dos, les pieds attachés et surtout fouettés par des Tunisiens. D'autres même encore, dans des appartements, ont été brûlés. Oui, vous l'avez bien suivi, brûlés vifs. Oui, il faut le préciser. D'autres appartements ont été saccagés, vraiment saccagés, et certains l'ont échappé belle avec des blessures un peu partout sur le corps. L'Union africaine a également réagi à travers un communiqué condamnant les propos du président tunisien et appelant les États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste susceptible de nuire aux personnes et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux. Kais Saied n'est pas le premier à user de la théorie du grand remplacement. Le parti nationaliste tunisien créé en 2018 tente depuis des mois de faire passer son argumentaire politique auprès de la population tunisienne. Il vise, il faut le dire également, explicitement les migrants subsahariens, notamment sans papier, en s'invitant à la télévision ou même en faisant du porte-à-porte. Le parti nationaliste tunisien joue un grand rôle dans la diffusion de cette théorie raciste et complotiste, analogue au discours de l'extrême droite européenne, affirme Mahdi Elièche, chercheur à l'ONG Legal Agenda. Ses membres ont aussi pu bénéficier d'une grande présence médiatique à la télévision publique. Si le pouvoir de Kais Saied a été largement fustigé par l'opposition dernièrement, l'accusant d'impulser une dérive autoritaire, le parti nationaliste, lui, n'a jamais pris part à la vindicte. C'est un parti qui reste proche de Kais Saied, qui n'est en aucun cas critique du tournant tyrannique que prend le pouvoir. Eh bien, des membres actuels du parti sont d'ailleurs proches de ces cercles du chef de l'État. Si la politique migratoire n'a jamais été un sujet majeur dans le débat public en Tunisie, la crise économique et sociale occupe tous les esprits. L'inflation, il faut le dire également, a atteint plus de 10%. La pauvreté touche désormais 20% de la population. On parle bien sûr de 12 millions d'habitants. L'endettement public a dépassé les 100 milliards de dinars.
On va le dire ainsi, les pénuries de lait, de sucre, de café ou de pâtes alimentaires sont devenues monnaie courante dans le pays. L'activité démocratique est au point mort. Le deuxième tour des législatives du 30 janvier a enregistré un taux de participation de 11,4%. La jeunesse peine à se projeter un avenir dans le pays. Près de 40% des 15 et 29 ans auraient l'intention d'émigrer. On nous parle également de cette popularité du président qui est au plus bas de tous les sondages. Face à cela, il y a une réaction répressive de désigner un ennemi intérieur fantasmé sans aucun rapport avec la réalité, nous dit-on. Ce n'est pas une exception tunisienne. Lorsqu'il y a une incapacité à répondre aux revendications internes à un pays, eh bien la solution la plus simple est d'accuser un ennemi migratoire. Et aujourd'hui, l'ennemi migratoire, eh bien, ce sont les Africains subsahariens, ce sont les Africains noirs qui sont aujourd'hui accusés de manger, on va le dire comme ça, l'argent de la Tunisie. Et nous, de nous poser cette question, Tunisie, politique migratoire, Kaïs Saïed, le monument du racisme anti-africain, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique, il est notre invité. Patient Parfendom, merci de répondre à notre invitation, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss, merci pour cette invitation. Bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à toute la grande galaxie de cette grande maison de Maman Africa qu'est Panafricanist TV. Panafricanist TV, c'est une réponse, n'est-ce pas, à la tentative de l'Occident de domestiquer davantage le cerveau des Africains par le biais, n'est-ce pas, de ce quatrième pouvoir qui est en réalité le vrai contre-pouvoir que sont les médias. Et aller attaquer, n'est-ce pas, ces gens-là qui formataient les opinions, surtout africaines, sur leur propre terrain, à travers, n'est-ce pas, ce niveau de communication, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et elle nous permet aussi, du point de vue pédagogique, de continuer d'éduquer, n'est-ce pas, notre jeunesse, surtout elle, et notre peuple, pour qu'ils puissent avoir les armes nécessaires d'affronter ce monde violent, ce monde dangereux, ce monde cupide, ce monde de mensonges, de manipulation, de pillage organisé par ces vautours qui se sont installés de l'intérieur autour de l'Afrique et qui continuent aujourd'hui, qui sont en difficulté sur le plan économique, sur le plan civilisationnel, de faire encore de l'homme africain le mouton noir, n'est-ce pas, de toutes leurs hérésies qui ont abouti justement à la dégringolade, j'allais dire, à la décrépitude de leur propre civilisation. Et monsieur Kaïs Saïed, le caïd de Tunisie, s'inscrit évidemment dans cette aberration qui n'est rien d'autre que misère, parce qu'il est misérable, cet individu, de vouloir transporter la Tunisie, Carthage avant, tout ce que vous voulez, en terre qui n'a jamais habité de Noirs. La Tunisie est une terre de Noirs, il doit le savoir. Mais le racisme, n'est-ce pas, anti-noir, il ne date pas de Kaïs Saïed. Il y a des populations noires en Tunisie qui se cachent pratiquement, qui n'osent même pas parler en public à haute intelligible voix. J'ai écouté une cinéaste, passons-en, on va revenir sur le FESPACO qui a éteint ses bougies de côté de Ouagadougou et où c'est un film tunisien qui a été plébiscité où comment dire ça, au niveau du jury, la présidente du jury était tunisienne. Les Africains noirs au sud du Sahara, ils ont cette manie c'est comme si c'est de l'eau qui coule sur le dos d'un canard, on les insulte, on les frappe, on les tue, mais ils ont toujours les bras grands ouverts pour accepter tout le monde. C'est quand même quelque chose qu'il faut interroger par nos psychologues et par nos sociologues. Mais bon, je reviens pour dire que cette affaire de tribalisme, non, de racisme contre les Noirs en Tunisie n'est pas nouvelle. Oui. Donc, je me rappelle de cette cinéaste qui s'en plaignait et disait, c'est pas possible. D'abord, ils ont un terme, c'est CAF, pour désigner les Noirs. Donc, ces petits tribalistes arabes, racistes arabes, xénophobes arabes, qui n'ont pas compris qu'ils sont sur la terre de l'homme noir, je pense que M. Saïd n'est que l'expression
plus ou moins achevé de ce racisme-là, qui est décomplexé, un racisme décomplexé, qui, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes qui minent la Tunisie, vous les avez évoqués, les problèmes de légitimité de son propre pouvoir, les problèmes de légitimation des institutions tunisiennes, les problèmes économiques, avec la crise économique violente qui frappe aujourd'hui la Tunisie et qui va la frapper davantage. Je vous dis déjà que les vols en direction de la Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a une chute du point de vue touristique, peu de 40% déjà, depuis que cette affaire-là s'est déclenchée. Attention. Donc, elle ira en s'accentuant, n'est-ce pas, ce malheur économique de la Tunisie, qui n'a pas su lire le fait que la petite Tunisie, pris dans ce monde violent, depuis la destruction de la Libye, la Jamaïra libyenne, qui servait un peu de paravent, de soupape, de respiration à cette Tunisie, qui n'a pas grand-chose en dehors de tourisme, pour pouvoir économiquement compétir et pouvoir encadrer suffisamment cette jeunesse-là qui en veut, parce que bon, elle est quand même plus ou moins instruite. Je vous rappelle qu'en termes de migration, on ne parle plus de celle-là, il y a plus une fuite de plus de 500 médecins tunisiens ces derniers mois pratiquement. Je crois l'année écoulée. 500 médecins tunisiens sont partis en Italie, en machin, pour essayer de trouver leur pitance quotidienne. Donc la Tunisie est en crise. Elle est en crise profonde. Et Kais Saïd est incapable d'apporter des réponses et des explications à son peuple, à cette crise-là, et se défausse sur les Noirs. L'histoire du plombier polonais en France, sous Chirac, vous vous souvenez. Donc c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont incapables de faire une analyse de ce qui leur arrive, des difficultés économiques qu'ils ont, de l'incapacité pour un pouvoir aussi pourri, illégitime, comme le caïd de Tunis, et ils disent c'est les Noirs les problèmes. Alors, est-ce les Noirs? On nous chante que oui, c'est grâce à la Tunisie que le printemps arabe avait décollé, avec l'histoire du jeune vendeur d'agrumes, dont Mohamed Kila, j'oublie le nom. Est-ce que c'était toujours des Noirs? Est-ce que c'était toujours parce que les populations noires avaient envahi la Tunisie? Non. Je crois que les problèmes sont structurels. Les problèmes de déficit économique en Tunisie sont d'ordre structurel. Ils ont été incapables de réformer leur économie. Ils n'ont pas un sous-sol très riche qui peut leur permettre d'avoir le niveau de vie des Qataris, qui sont aussi très petits, mais qui ont un sous-sol extrêmement riche. Ils n'ont pas ces avantages. Le seul avantage qu'ils avaient, c'était qu'ils étaient un peu à la porte d'entrée de l'Europe et une espèce de porte d'entrée de l'Afrique. C'est ça qui explique, n'est-ce pas, le mouvement migratoire des jeunes Africains vers la Tunisie. Sinon, M. Saïd est tout simplement l'expression, comme je l'ai dit, achevée, d'un courant raciste profond au niveau des Arabes, n'est-ce pas, en Afrique du Nord, et qui s'est exprimé au lieu d'assumer ses échecs. Ils ont tout simplement tenté de se défausser sur les pauvres jeunes étudiants. Parce que quand vous parlez des gens qui sont martyrisés, qui sont violentés en Tunisie, ce ne sont pas pour la plupart des migrants illégaux. Non, ce sont des gens qui sont là en Tunisie légalement pour étudier, pour se soigner, pour faire des affaires, pour travailler. N'oubliez pas que même à un moment donné, pendant la crise ivoirienne, vous vous souvenez, la BAD avait délocalisé, par exemple, sa direction à Tunis. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Donc, dans la BAD, il n'y a pas que les Tunisiens qui travaillaient. Il y avait des gens d'horizons divers qui y allaient avec leur famille pour s'installer et travailler au niveau de Tunis pour continuer l'activité de la BAD. Certains se sont reconvertis dans d'autres secteurs d'activité. Je pense moi prendre cet exemple-là pour illustrer le fait qu'il peut y avoir des populations outre-Sahara noires en Tunisie, mais qui sont dans la légalité. Au contraire, qui participent même à essayer de résorber cette question de chômage, c'est-à-dire que de jouer les digues de ce tsunami sur le plan économique, de ce chômage endémique au niveau de la jeunesse tunisienne, qui est en réalité le mal principal qui ronge la Tunisie aujourd'hui. Donc c'est tout simplement malheureux qu'un misérable comme M. Kais Saïd, le Caïd, parce que c'est un mafiosi, n'est-ce pas, de Tunis, tente de se défausser, tente de se dédouaner de son échec en essayant de faire comme d'habitude. Comme ça a toujours été le cas dans l'histoire du monde, chaque fois que ces gens-là ont été incapables de trouver des solutions à leurs difficultés, ils ont... On pointe du doigt quelqu'un d'autre. Surtout le noir.
Comment comprendre qu'un chef d'État à la tête d'une nation comme celle-là fasse un discours à la nation, parler du grand remplacement et surtout du racisme? Mais parce qu'il manque de lucidité, il manque de grille d'analyse d'un certain niveau pour comprendre les phénomènes qui dépassent son entendement qui lui arrive. Ce sont des phénomènes normaux. Ce sont des phénomènes normaux. Quand M. Kais Saïd ne peut pas avoir le courage de dire aux Occidentaux, maîtrisez-vous un peu. Quand le Mali, le Burkina, la Guinée-Conakry disent qu'ils ont des ambitions de créer une fédération, ils ne veulent plus la présence militaire française parce qu'ils veulent s'assumer eux-mêmes pour régler leurs propres problèmes et que l'Union européenne, avec tous les pays de l'OTAN, commence à ouvrir les yeux, les gros yeux et à agiter la canonnière sur ces États-là et leurs leaders. Que dit M. Kais Saïd? Justement, nous on veut créer de nouveaux paradigmes sur notre continent au sud du Sahara pour ne plus venir vous envoyer des gens se soigner chez vous. Que dit la Tunisie par rapport, n'est-ce pas, à cette chiennerie qui a été organisée et qui est entretenue par les Occidentaux au niveau de la Banque sahélienne, qui sème la mort, la désolation, ne permet pas à ces États-là, en toute responsabilité, de développer les économies capables justement de résorber ce qu'il appelle le trop-plein des migrants chez lui. Que dit M. Kais Saïd? Que dit M. Kais Saïd par rapport au fait qu'un pays comme la France, qui est un grand ami de la Tunisie, continue d'imposer aux pays africains une monnaie nazie comme les francs CFA et qui plombe complètement toutes les perspectives de développement de pays qui sont sur cette coupe-là. Que dit M. Kais Saïd? Il ne comprend pas. C'est parce qu'il n'a pas la capacité d'analyse qu'il faut. Il est allé au pouvoir sur une fausse légitimité. Il n'a pas la capacité de comprendre, n'est-ce pas, les lames de fond qui traversent le monde aujourd'hui et de produire des analyses et des résultats pour qu'ils comprennent que, mais, il est pris dans un piège, comme tous les pays là qui s'amusent là. L'Espagne, là, vous avez cité l'Espagne. Ce que vous avez vu M. Saïd faire, ça va arriver en Espagne bientôt. Nos enfants vont faire des enfants aux jeunes filles espagnoles. Oui. Et historiquement, M. Saïd oublie que s'il y a eu ce bouleversement-là, non, ce n'est pas quelque chose de pensé, de construit en termes d'invasion. Mais en Occident, ils l'ont fait. Je peux prendre le cas de l'Angola. Je peux me prendre le cas de l'Algérie à côté de lui. La France a fait l'Algérie une colonie de peuplement. M. Saïd ne sait pas. Les pieds noirs. Les pieds noirs. Au point où, quand il fallait signer les accords d'Alger, mais les gens, les généraux français ont tenté de faire un coup d'État à De Gaulle pour dire que pour jamais, on ne peut pas accepter de perdre l'Algérie. M. Saïd doit le savoir. Je prends un second pays, l'Angola. Les Portugais ont fait de l'Angola une pique, une colonie de peuplement. Ils ont voulu, ils ont pensé organiser une immigration au niveau de l'Angola avec pour mot d'ordre, faites des enfants. Aux Angolaises. Aux femmes noires angolaises, pour inverser complètement, n'est-ce pas, la structure de sa population par une démographie qui va voir surgir des métis, n'est-ce pas, qui ne donne plus la possibilité aux Noirs de pouvoir revendiquer l'Angola comme leur propre sol. Ça fait un problème au niveau de l'Angola. Mais M. Saïd ne le sait pas. Prenons le cas de la Namibie, où les Allemands ont mis un programme comment dire ça, d'un génocide hors norme. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. M. Saïd ne le sait pas. Donc nous sommes pris au piège de l'impérialisme. Et la Tunisie qui est fragile parce qu'on n'a pas de ressources autres que le tourisme et peut-être un know-how qui permet quand même d'avoir une institution médicale d'un certain niveau, avec, en comparaison, c'est-à-dire que qualité-prix, n'est-ce pas, un tableau technique, comme on dit, oui, qui est quand même plus ou moins acceptable sur le continent africain. Et c'est ça qui explique que les gens vont là-bas pour se soigner, les gens vont là-bas pour faire des études, les gens vont aller là-bas aussi, mais en le faisant, ils enrichissent plutôt la Tunisie. Vous voulez qu'on vous sorte les montants de combien coûtent les écoles que nos enfants vont faire là-bas? Qui gagne cet argent? C'est bien sûr eux. Mais ils créent le problème pour les hommes d'affaires tunisiens. Ils les coupent complètement de notre continent. Où en réalité il y a la croissance. La croissance, c'est en Afrique du Sud-Sahara, M. Saïd. Il faut le savoir.
La croissance de demain, c'est ici que vos capitaines d'industrie et vos grands hommes d'affaires seront obligés de venir la chercher. Vous allez faire comment? Avec une attitude raciste comme la vôtre. Au contraire, vous êtes en train de créer un autre problème à votre propre peuple en la conduisant, comme le fait M. Zelensky, vers des voies qui ne peuvent pas prospérer, qui ne vont qu'apporter la désolation, n'est-ce pas, et les larmes pour votre propre peuple. Je pense qu'il est temps, M. Ngos, d'arrêter de continuer à voir à la tête des États africains de pareils individus. Alors, vous pouvez me demander deux autres responsabilités. Et ça exige, maintenant je parle à nos propres dirigeants, mais a-t-il l'avènement d'une véritable Afrique unie, capable de prendre en charge ses propres enfants? Qu'est-ce que nos enfants vont faire chercher en Tunisie? Quoi? Pourquoi nous sommes incapables de construire un même paradis ici chez nous, comme le paradis que nos enfants vont chercher en Tunisie? Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie, nous avons tout pour le faire. Mais nous continuons de baigner dans un environnement économique glauque parce que nos élites continuent d'être à plat ventre devant les intérêts occidentaux. C'est une question qu'il faut qu'on pose dans cette affaire-là. Et maintenant, l'Union africaine, mon Dieu, ce machin-là, on dit oui, on condamne, mais ne soyez pas excessif. Mais non, on devait d'abord exclure la Tunisie de M. Kais Saïed de l'Union africaine. Le temps de voir, au moins de suspendre. Mais non, l'Union africaine a un discours mièvreux qui ne signifie absolument rien. Je ne dis pas qu'il faut tuer les Tunisiens. Mais je pense qu'il faut leur donner une leçon. Pour que plus jamais, quelqu'un qui arrivera à la tête d'État de la Tunisie ne s'hasarde pas à dire des bêtises et des choses aussi graves que celles-là. Parce que ce ne sont pas seulement des propos, ou bien, comment dire ça, un coup de tête. N'est-ce pas, on dit le sang a fait un quart de tour dans ses veines et il a dit n'importe quoi faux. Parce que pour l'avoir dit, il a légitimé une attitude et des brigands, et des racistes, et même de bandits, de vulgaires bandits. Des assassinats. Des assassinats. Il a légitimé. Le trafic d'êtres humains, d'organes, ça peut prendre de l'ampleur maintenant en Tunisie. C'est un fou. Il faut que le peuple tunisien le dégage rapidement de là. Parce qu'il joue contre les propres intérêts de la Tunisie même en fin de compte. Mais, quand j'ai dit tout ça, quand on a développé tout ça, Sivngos, il faut pointer du doigt la responsabilité de nos propres dirigeants. Ce ne sont pas les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les enfants du Cameroun. Ce ne sont pas les enfants du Congo qui devaient se retrouver en Tunisie, quand même. Nous avons 1000 fois mieux ici chez nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir la réalité du monde aujourd'hui? Et de construire des paradigmes qui vont nous permettre, au contraire, nous maintenant d'être le pôle dominant qui va accueillir, qui va jouer le rôle des membres. Où les autres vont venir voir comment c'est moderne, comment la civilisation est bien, comment on mange bien, à vil prix, comment on est bien logé, comment l'éducation est de qualité. On peut le faire. Mais si on continue de penser que sans le FMI, la Banque mondiale, sans les clubs de Londres, de Paris, de sais pas quoi, de Rome, on ne peut pas s'en sortir. La moindre petite difficulté qu'on a ici en Amazonie, on dit qu'on va au Canada. Et ce que j'appelle l'Amazonie, je veux dire le nord, le sud-ouest du Cameroun. Bon, ces gens qui ont le cerveau cramé, qui continuent de penser que pour résoudre des problèmes, il faut aller accrocher à la culture anglo-saxonne ou bien francophone. Vous voyez les hérésies des Africains? Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite. Et nous disons à nos dirigeants, il faut vite le faire. Il faut vite le faire parce que si nous ne le faisons pas vite, on va connaître d'autres Kais Saïed, le Kais de Tunis, des petits mafiosi comme ça, qui surfent maintenant sur des élans racistes pour justifier leur propre échec, l'échec de leur propre pays. La Tunisie, la crise qui a commencé en Tunisie, cette crise économique, elle va s'accentuer. Ce pays-là, Mais les pays maghrébins, il faut quand même le dire, sur le continent africain, sont réputés être racistes. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Le président Lula, lors d'une conférence, je crois, à Malabo, il a pleuré. Et les Africains, mais vous, finalement, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez, vous les Africains noirs là? Vous avez tout pour être heureux. Mais vous êtes incapables de prendre vos responsabilités. Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans la tête de ces États? Pourquoi? Donc on a beau accuser le Maghreb, mais c'est quand même nous.
pervers successifs qui envoient notre jeunesse là-bas. Il faut qu'on questionne profondément les raisons, n'est-ce pas, de ce déplacement en masse de notre jeunesse. Donc, ils subissent quelque chose qu'ils n'ont pas créé, c'est ça la vérité. C'est pour ça que quand nous sommes durs vis-à-vis d'un brigand, d'un salopard comme Macron, il y a des gens qui disent qu'on exagère. Quand nous sommes durs vis-à-vis de nos leaders france-africains, les gens disent que vous n'êtes pas des patriotes. Mais c'est ça le résultat. Les Algériens aujourd'hui, ils répondent à la France de tic au tac. Je dis même de tic au tac. On veut réécrire l'histoire douloureuse, comme leur mot là, arrondi, de la France, au lieu de dire de la guerre coloniale que la France a menée au Cameroun. Ils parlent de l'histoire douloureuse. Et c'est encore Macron qui constitue... Mais attends, l'équipe qui doit faire les recherches dans cette affaire-là, on nous prend une dame là, je ne sais pas qui d'elle, et notre fils Big Massi, dont l'accoutrement ressemble beaucoup plus à celui d'une femme que d'un homme. Et on trouve ça normal. Que fait le Cameroun? Que font les Africains? Un pays comme le Congo, riche en pétrole, qu'est-ce qu'on a fait? Le Gabon, même le Nigeria là. J'entends les gens célébrer le Nigeria, oui, ils ont une alternance, mais quelle alternance? Karine Ramondi. Karine Ramondi, voilà, Karine Ramondi. Parce que je ne suis pas obligé de retenir les noms de ce genre-là. Je ne suis pas obligé. Un pays entre 250 millions et 300 millions d'habitants. Une élection se termine, on vous dit que le président est élu avec 8 millions de voix. Et par rapport au corps électoral, il n'a eu que 36% de voix. On vous dit que c'est la démocratie. C'est une caste de brigands, n'est-ce pas, qui ont confisqué le pouvoir au Nigeria. Depuis qu'on crie là, sur les questions du panafricanisme, vous avez entendu une voix au Nigeria, une voix forte au Nigeria se prononcer là-dessus. Pourquoi? Le président nigérian tombe malade, il va se soigner à Londres, M. Buhari. Un immense et grand pays comme le Nigeria, qui devait donner le là, par rapport à cette nouvelle exigence de l'Afrique, ils veulent dire qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas. Sarkozy est venu les embellificoter comme des enfants, disant qu'on va vous donner une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Tuez Kadhafi, lâchez-le. Et bien les Goodbart Jonathan, il a fait. Hein? Donc, voilà l'Afrique. J'ai envie de continuer à taper sur M. Kais Saïd, le Kais de Tunis, mais je pense aussi que nous aussi, nos dirigeants, nous-mêmes, on a notre propre responsabilité de cette affaire. Il faut avoir le courage de le dire. Pour leur dire, nous sommes en retard. Ce n'est pas pour justifier ce petit raciste à la petite semaine de Saïd. Mais c'est pour dire que, mais quand même, quand vous avez tout ça qui vous tombe sur la tête, l'histoire des Noirs qui sont vendus dans les marchés en Libye, le martyre des jeunes Noirs au Koweït et des jeunes filles noires. Mais vous voyez ça, ça se produit, ça se reproduit. Comment ces gens-là vont vous respecter si on continue d'afficher le visage de la misère, de la pauvreté? Alors que nous sommes comme des garçons dont les poches sont remplies de diamants et qui sont affamés. Non, il faut mettre une ola à ça. Il faut arrêter cette affaire-là. Il faut arrêter cette affaire-là. Et cette responsabilité-là, cette responsabilité première-là, je vous dis, si j'étais un gosse, elle nous incombe. Tous les contrats que nos dirigeants continuent de signer là, avec les prétendues multinationales étrangères, surtout occidentales, oui, qui sont des contrats léonins avec des clauses inacceptables pour des gens qui veulent se sortir de la pauvreté. Il faut arrêter ça. Dans nos propres écoles, on parle de la Russie. Je vous dis que la Russie, c'est la moitié de la population américaine. Ils produisent 3 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis. Même en Allemagne, l'école est gratuite. Au Cameroun, mon pays, on dit qu'on veut une élite intellectuelle capable de nous tirer vers le haut. Mais l'école est payante à tous les niveaux. Vous avez des enfants que vous formez dans les écoles qui font notre fierté comme les SEC. On dit l'école professionnelle, les enfants payent 800 000 francs. Vous allez les prendre où? On dit, le président fait un discours, il dit que c'est avec les mines là, que vraiment le futur là, on va accéder. La formation des enfants, ingénieurs à mine, génie mine, 350 000. Il y a 50 bien sûr qu'ils appellent cours de jour, mais notre cours de soir, c'est 350 000. Les parents vont prendre l'argent là-haut.
Donc on crée des espoirs de sens éducatifs pour que les enfants des pauvres n'accèdent pas à la connaissance. Et comment vous allez développer votre pays avec cette masse-là qui ne peut pas impulser le véritable développement? Ils prennent des enfants, ils volent l'argent dans les caisses de l'État, leurs femmes accouchent en Europe, leurs enfants fréquentent en Europe, ils vont même venir certains de leurs enfants là-bas qui étaient presque de la merde pour leur faire passer les concours de l'ENAM. Vous croyez que c'est normal? Et nous, on doit rester là à regarder, à applaudir. Après, vous serez étonnés que les Nganou soient devenus des bousailleurs, c'est-à-dire que les gens qui ont pris le chemin à pied, traverser le désert à pied, aller traverser la Méditerranée pour se retrouver en France. Mais quand ils deviennent des champions, on applaudit, on dit « Oh, le Cameroun est fort, oui, je vais bien ». Mais quand même, ils sont un peu sérieux. Ils sont un peu sérieux. La Méditerranée est devenue l'un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. Pourquoi? Mais pourquoi? Au même moment, Areva, ou bien c'est qu'il est devenu, continue de prendre l'uranium au Niger. Et M. Bazoum, il applaudit, il dit que c'est normal. Notre gaz, on le prend pour rien. Notre pétrole, on le prend pour rien. M. Macron dit, oui, on va l'initiative femme. On va déboiser la forêt et on va faire la culture pour vous nourrir. Mais c'est pas. Mais quand même, arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtons de nous moquer des gens. Le Sénégal, on disait qu'il n'y a rien, il n'y a que du poisson. Là-bas, on a découvert du gaz, du pétrole. Mais vous allez voir, les contrats qui seront signés. C'est ça notre faiblesse. Nous sommes les héritiers des esclaves, 4-5 siècles. Un siècle de colonisation avec tous les barbouzes, les faucards de sinistre mémoire, des bandits comme les De Gaulle, les René Pleven, soi-disant des intellectuels. Et nous, on devait être, tout dirigeant africain, sur le plan de la détermination pour son continent, devrait avoir au minimum le niveau d'Assimi Goïta aujourd'hui. C'est le minimum qu'on peut produire en termes de capacité de résistance. Mais, une fois de plus, je vais sortir par là, Steve Gos. Notre point faible, hein, c'est Martin Luther King qui le disait. Si vous voulez vous en sortir, vous avez de ceux qui vous oppressent. Il faut avoir un niveau d'organisation qui est au même niveau que le niveau de vos oppresseurs. Notre niveau d'organisation en Afrique, il est encore trop faible. Trop faible. Je vais vous prendre un exemple simple. Voici Panafricaniste qui fait des émules, qui éduque les populations africaines avec beaucoup de pédagogie, qui ouvre les yeux. Les gens commencent à comprendre la nature de ce monde réel, le monde réel tel qu'il fonctionne, avec toutes les émissions que vous faites. Mais l'Afrique a beaucoup de milliardaires, non? Pourquoi un milliardaire ne peut pas venir au secours de Panafricanist TV? Ne peut pas venir à votre secours pour dire maintenant, gars, ce que vous faites là est formidable. On met de côté tous vos soucis, au moins de manière humainement acceptable. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous faites. Parce que ce que vous faites n'a pas de prix. Où sont ces bourgeois africains-là? Cette bourgeoisie comprador qui ne pense qu'à voler, aller planquer dans les paradis fiscaux. Ils sont où? Acheter les bains de fer à la main. Offrir des montres serties de diamants à des petites prostituées au Brésil et partout. Voilà l'élite africaine que nous avons. Ils ne savent pas que chaque jour qui passe, chaque regard d'un pauvre en Afrique devait déclencher les larmes dans leurs yeux. Non. Ils préfèrent plutôt remplacer les blancs. Je suis en affaire avec les blancs. Donc, si on n'a pas la haine de classe, nous les Africains là, on va continuer à rester à la périphérie du monde, comme le disait Samir Amin. Il faut absolument un nouveau type d'Africain. Ah, ça me rappelle le grand Noah Sadio. Père à ton âme, René, de là-bas où tu es, je crois, en Casamance, où tu as été enterré. Noah Sadio. Il disait, il nous faut un nouveau type d'Africain. Et le vieux sage Noah Sadio avait raison. Parce que ceux qui nous dirigent là, vraiment, je ne sais pas. Donc, M. Kaïd Saïd, le petit Kaïd de Tunis, tu ne connais même pas la structure de la population tunisienne. Tu ne sais même pas d'où elle est venue. Tu ne sais pas que Tunis a été, en dehors de Carthage, dominé même par Byzance. Donc, tu ne sais même pas. Si on va fouiller dans ton ADN là, tu auras honte de toi. Tu pourras trouver que tu as du sang noir. Je suis convaincu que ce qu'on fouille dans l'ADN de ce type-là, qui est un Congolais bon comme moi, vous allez trouver qu'il a
de chromosomes noirs. Donc, des individus comme ça, qui sont vraiment comme du papier toilette du point de vue de la morale, vous comprenez? En fait, il est misérable, c'est un type malheureux. Et parce qu'il a été formaté, parce qu'il a été encadré, ce qu'on lui a appris à l'école, dans les grilles d'analyse, les grilles d'analyse qui sont les siennes, ce sont les grilles d'analyse qui ont pour vocation à trouver des résultats comme ce résultat misérable qu'il a produit. Merci, Pasteur Bafédom, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Je dis à la population tunisienne, chassez ces chiens-là. Parce que quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça vis-à-vis des Noirs et on se tait. Il faut le chasser de pouvoir. Ce type, c'est un animal. Et je dis aux populations tunisiennes, votre avenir, ça va être au sud de votre continent, au sud du Sahara. C'est le sud du Sahara qui va produire sur tous les domaines, le domaine de la science, le domaine de l'économie, le domaine de la culture, ce qui pourra permettre que les gens reviennent à Tunis pour visiter Tunis. Si vous continuez de faire du tourisme l'angle majeur du développement économique de votre pays, c'est grâce au fait que en Afrique du Sud-Sahara, on aura enfin des centaines de millions de gens qui auront le niveau de vie, au moins des Occidentaux, et qui de temps en temps vont décider de dépenser leur argent pour venir aider les frères tunisiens que vous êtes. C'est une réalité que je vous dis. Vous devez la prendre en compte. Merci. Merci. Si vous l'avez bien suivi, à bon entendeur, salut, au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs, pour une nouvelle édition de Parole panafricaine. Nous allons vous souhaiter une très belle semaine.